Docteur, bonjour et merci d'être venu nous rencontrer dans le cadre de l'avant-dernière, l'antépénultième réunion de notre commission d'enquête. Vous serez aujourd'hui notre dernier invité puisque nous devions avoir Greg Lemon après vous. Diverses péripéties ont fait qu'il ne pouvait pas être là, et donc vous serez le dernier. Mais rassurez-vous, vous serez traité comme les autres, pas plus longtemps que les autres, mais pas moins que les autres. Nous sommes dans une commission d'enquête. Vous avez été médecin de l'équipe de France de football de 1993 à 2004. Je rappelle une dernière fois aujourd'hui que le public ne peut pas manifester d'approbation ou de désapprobation sur ce qu'il entend. Je dois vous dire aussi, parce que c'est la règle de toutes les commissions d'enquête, et je l'ai fait pendant plus de 60 auditions que nous avons tenues à ce jour, les personnes auditionnées ne doivent pas faire de faux témoignages. Et pour éviter ces faux témoignages, si je puis dire, il y a une petite formalité que je vais vous demander de bien vouloir remplir, qui consiste simplement à dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». De dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure. Merci. Alors, le déroulement classique, et vous avez un interrupteur vert au pied de votre micro. Nous vous donnons la possibilité de nous faire part pendant environ un quart d'heure. Ça peut être 12 minutes, comme ça peut être 17 ou 18 minutes. Ce n'est pas chronométré à ce point. De vos réactions sur le dopage, la lutte contre le dopage. C'est quelque sorte des propos introductifs que vous conduirez comme bon vous semblera. Il n'y a pas de directive particulière en la matière. Et puis ensuite, si vous êtes d'accord, le rapporteur Jean-Jacques Lozac et mes collègues présents vous poseront un certain nombre de questions complémentaires, le tout devant tenir dans l'heure qui suit, à quelques minutes près. Donc, ainsi que je l'ai annoncé, c'est à vous de parler et nous vous écoutons avec intérêt. Allez-y, docteur. Oui, donc j'avais prévu en premier lieu de vous montrer un petit peu un film sur ce qu'a été la préparation au Mondial 98. Parce que je pense qu'on ne s'imagine pas le travail que peut représenter une grande compétition comme ça, et notamment sur le plan médical. Mais ce film dure une vingtaine de minutes, je l'ai présenté dans le monde entier, pratiquement, surtout dans les pays francophones, mais également dans beaucoup de pays hispaniques. Et je pense que ça nous prendra un peu trop de temps, et notamment on aborde le problème du dopage à travers les contrôles. Docteur, si vous me le permettez, nous vous laissons la possibilité, on n'a pas un emploi du temps qui est tenu à la minute près. Si vous souhaitez diffuser ce film, non, mais je l'ai laissé, donc vous pourrez, je pense, le regarder à tête reposée, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Bon, comme bon vous semble. Surtout que c'est la préparation, ouais. Et que le dopage est quand même, comme heureusement dans le sport, le dopage est quand même pas la matière principale. Dieu merci, et sur le plan médical également. Donc ça, c'est ma première réflexion, c'est que donc nous on peut plus parler. Ce film avec intérêt. Merci de nous avoir fait passer un exemplaire. Vous pouvez donc continuer comme vous le souhaitez. Et tout d'abord, je voulais vous dire, et j'ai oublié de le dire en préambule, c'est que je suis honoré d'être auditionné. Ma modeste personne, si je peux vous amener quelque chose dans vos réflexions, je pense que j'aurais peut-être pas perdu mon temps. Ok, donc ce film, vous le verrez. Bon, la première chose qui, moi, m'irrite un peu actuellement, puisqu'on ne peut plus parler de sport et de médecine sans parler de dopage, et je dirais que le rôle d'un médecin, et je vous ai mis un peu la phrase d'Aimé Jacquet dans La tête dans les étoiles, pour montrer que le rôle du médecin, c'est pas uniquement le monsieur qui va faire des piqûres, le monsieur qui va promouvoir la performance. Alors, déjà, une aparté, je crois que les médecins français, la médecine française est assez particulière en Europe, dans la mesure où la formation des médecins français est beaucoup plus humaniste que dans certains autres pays, notamment des pays un peu plus au sud de la France, pour ne pas les citer, l'Italie et l'Espagne, et également l'Allemagne. Ça pose déjà un premier jalon
parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont joué à l'étranger dans ces pays, donc ils sont arrivés avec une culture médicale un petit peu différente de ce qu'on faisait en France. Bon, pour parler un peu de moi, j'ai commencé ma carrière de médecin dans le football en 1976 avec un monsieur qui s'appelait Aimé Jacquet à l'Olympique Lyonnais. Je suis resté 30 ans le médecin de l'OL. Et en 1993, j'ai eu la chance d'être appelé par Gérard Rouillet pour m'occuper de l'équipe de France. Donc, quand je suis arrivé en équipe de France, j'ai trouvé un fonctionnement médical, je dirais, un petit peu amateur, dans la mesure où il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi des joueurs. On menait sur un stage, on s'occupait des bobos, etc. et on repartait. Donc on s'est aperçu que ce fonctionnement était très insuffisant si on voulait tirer un peu la quintessence des joueurs, bien sûr dans le respect de l'éthique. Et c'est pour ça qu'on a préparé avec Aimé Jacquet en 1998 toute une batterie de tests et tout un suivi qui a duré pratiquement 2 ans sur 35 joueurs à peu près. Et à chaque rassemblement à Clairefontaine, on faisait un certain nombre de tests physiques, biologiques, etc. Ce qui nous a permis de bien connaître les joueurs et de pouvoir, je pense, sur le Mondial 98, avoir une préparation physiologique qui a été au top, une préparation médicale. Enfin, préparation médicale, c'est peut-être pas le bon terme parce que maintenant il y a une connotation péjorative, mais quelque chose qui a quand même compté beaucoup, je pense, dans la réussite de 98. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la finale, mais physiquement, alors, on a marché sur les Brésiliens, et certains joueurs m'ont dit après la finale, s'il y avait eu encore un 8e match à faire, on était capable de le faire. Donc ça veut dire que la préparation physique, tout ce qui avait été mis en place auparavant, a été quand même une réussite, avec aussi un bémol, c'est que l'aventure aurait pu s'arrêter en 8e de finale contre le Paraguay. Sans le but en or de Laurent Blanc, on serait tous rentrés à la maison. Et comme je dis souvent à Aimé Jacquet, je dis si là on avait été éliminé, on était tous bons pour aller au Galapagos pour passer 1 an, pour éviter les foudres médiatiques, etc. Mais bon, le gros avantage de 98, c'est que après cette victoire, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les gens qu'on rencontrait ils vous disaient pas félicitations, ils vous disaient merci. Merci, vous nous avez fait rêver. Et ça a été une récompense extrêmement intéressante. Alors, pour parler du mondial, on a eu 17 joueurs contrôlés dans la phase de préparation. C'est-à-dire, en gros, 1 an avant le début de la compétition, on a eu 17 joueurs qui ont été contrôlés par le ministère du Jeunesse et Sport. Et puis on a eu pendant la compétition 14 joueurs qui ont été contrôlés. Tous ces contrôles ont été négatifs. Ça, c'est une première chose. En plus, nous avions fait des contrôles internes, notamment sur les drogues récréatives, etc. Ce qui nous a permis de gérer un petit peu la chose sans qu'il y ait de problème. Et tous ces contrôles ont été négatifs. Alors, je sais que il y a deux polémiques. Il y a la polémique qui est due à Marie-Georges Buffet, avec son fameux contrôle à Tignes le 26 décembre 1997. Alors, bien sûr, il y a eu des récriminations au niveau de ce contrôle, mais on était dans un stage qui n'était pas un stage physique, qui était un stage familial pour souder le groupe. Et le lendemain de Noël, on voit arriver un monsieur avec sa valise qui voulait contrôler un certain nombre de joueurs qui ont été contrôlés. Mais ça nous a demandé la journée parce qu'on avait des joueurs qui étaient par Mons et par Vaux. Et bien sûr, il y a eu quelques réflexions. On n'a pas été très content de la chose. Mais où je suis étonné, c'est qu'un ministre de la République dise après qu'elle n'a pas eu le courage de faire d'autres contrôles. Ça m'a quand même un petit peu chagriné. Alors c'est vrai, autant que je me souvienne, on n'a plus de contrôle, ou peut-être un, entre Tignes et la compétition. On n'a plus que des contrôles FIFA. Donc pendant les matchs, 2 joueurs sont tirés au sort systématiquement après un match et passent au contrôle, finale comprise. Ce qui ne va pas s'en poser quelques problèmes, puisque les joueurs doivent aller directement au contrôle antidopage. Et quand on a gagné une finale, il y a une remise de récompense. Et c'est un petit peu dommageable pour les 2 joueurs qui ont été tirés. Bon, ça c'est une première aparté. La deuxième aparté, c'est mon confrère Jean-Pierre Paclet,
qui 10 ans après l'événement, plus de 10 ans, qu'est-ce que je dis, 12 ans, enfin je ne sais plus quand donc il a sorti son livre, où il a mis en cause un petit peu les résultats biologiques de l'équipe de 98. Alors là, je peux rassurer tout le monde. C'est vrai que quand on suit des sportifs, il y a toujours, au point de vue biologique, des choses un petit peu anormales. Mais on est allé au bout du bout. J'ai travaillé avec un laboratoire lyonnais, puisque je suis lyonnais. J'ai travaillé avec un laboratoire lyonnais. Et on est allé sur les gens qui posaient un certain nombre de problèmes. On est allé beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Okay. Donc, c'est vrai que les deux choses importantes, c'est bien sûr le PO, l'érythropoïétine. Alors, l'érythropoïétine, vous savez, si vous en prenez, vous fabriquez des globules rouges. Donc, il est relativement facile de se rendre compte sur un examen biologique basique, quand quelqu'un a un hématocrit qui est élevé, s'il a un taux de jeunes globules rouges extrêmement élevé. S'il a un taux de jeunes globules rouges extrêmement élevé, ça veut dire qu'il y a une suspicion de prise de produits exogènes. Et ça n'a jamais été le cas. Au contraire, j'ai aussi ouï dire, enfin, j'ai lu dans la presse qu'il y avait une suspicion de transfusion sanguine pendant la Coupe du Monde. Alors ça, je rassure tout le monde. Vous savez que pour faire des transfusions sanguines, il faut vraiment un matériel important. Il faut pratiquement avoir un gros laboratoire derrière soi. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et il n'y a jamais été question de perfusion, d'autoperfusion, etc. Alors, l'autre problème quand vous faites des autoperfusions, c'est l'inverse. Sur les réticulocytes, c'est-à-dire les jeunes globules rouges, vous en avez beaucoup moins que la normale, puisqu'à ce moment-là, vous amenez des globules rouges frais. Okay, donc on a des moyens directs, aussi bien en ce qui concerne l'érythropoïétine que les glucostéroïdes, de savoir s'il y a une suspicion de prise exogène. Et ce qui compte surtout dans la biologie, ce sont les variations. Okay, par définition, les variables biologiques sont variables, mais ce qui compte, c'est de voir les très grosses variations. Quand vous avez un hématocrit qui passe de 40 à 52, vous pouvez vous poser certaines questions. Quand cet hématocrit reste toujours aux alentours de 48-49 tout au long d'une saison, et nous on l'a fait pendant 2 ans, plus sur certains joueurs d'ailleurs, puisqu'on avait un recul, à ce moment-là, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, comme je l'ai dit à l'époque dans la presse, quand on m'a interrogé, est-ce que vous croyez que je suis suffisamment stupide pour laisser des contrôles biologiques anormaux dans les dossiers des joueurs s'il y avait eu problème? Voilà. Donc je regrette que certains confrères aient besoin d'exister à travers des livres 10 ans après l'événement, mais bon, j'en ai fait un petit peu mon deuil. Alors, pour revenir au contrôle, je dirais que le football a été relativement épargné par le dopage. Je dirais jusqu'à l'époque où j'ai vraiment connu le football en France, c'est-à-dire en gros 2008 où j'ai un petit peu j'ai décroché du football professionnel français. Donc depuis 2008, je peux parler jusque pour 2008. Je pense que le football a été protégé par 2 choses. Parce que ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que les médecins français ont une formation humaniste. Et notre premier credo, c'est la santé du joueur. Okay ? Ce n'est pas la performance à tout prix, c'est la santé du joueur. Et là, on se distingue un petit peu de confrères étrangers. Je ne citerai pas certains sulfureux médecins italiens ou médecins espagnols qui ont défrayé beaucoup la chronique. Mais en France, on a déjà cette formation quand même extrêmement différente. Et puis, hormis cet aspect humaniste, le football, bien sûr, le dopage peut exister, mais c'est un sport qui est multifactoriel au niveau des qualités. Les sports qui sont surtout touchés, ce sont des sports essentiellement des sports énergétiques, où il suffit de prendre certains produits pour améliorer de 20-25% vos performances. En football, le problème, c'est que la performance physique n'est pas tout. Il y a une intelligence de jeu, il y a tout ce qui est tactique, il y a également surtout ce qui est technique. Et comme je le dis souvent, s'il suffisait de prendre un comprimé pour avoir la technique de Zizou, ça serait intéressant. Malheureusement, ça n'existe pas. Okay ? Donc, je crois que ces 2 facteurs ont fait que le football a été relativement épargné par les phénomènes de dopage organisés.
Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un phénomène de dopage organisé, il faut énormément d'argent, puisqu'actuellement, il faut à peu près, je pense, dans le cadre de l'affaire Armstrong ou autre, il fallait un budget d'environ 1 million d'euros par an pour arriver à faire ce qui a été fait. Donc, à partir de là, oui, j'ai été confronté au dopage. J'ai été confronté au dopage comme tout médecin qui s'occupe de sportifs. Dans le football, j'ai été confronté d'abord à travers les centres de formation avec l'arrivée du hashish. Okay, ça, dans les années 80-85, donc ça remonte déjà très loin. À l'époque, on avait un peu alerté la fédération et les pouvoirs publics. On nous avait dit débrouillez-vous. On était loin des contrôles actuels, etc. Donc ça, c'est le problème. Je crois que le football est peut être plus touché par les drogues récréatives que par un dopage pour stimuler la performance. Encore une fois, avant 2008, puisque je ne peux plus me prononcer maintenant, il y a eu certaines rumeurs sur l'Espagne, etc. Je ne me prononcerai pas là-dessus, puisque je ne suis plus au fait de tous ces phénomènes. Donc voilà, en gros, si vous voulez, ce que je pouvais vous dire. Moi, encore une fois, je regrette un petit peu que le sport et surtout les victoires ne soient plus vues maintenant uniquement à travers l'optique du dopage. Il y a quand même énormément de sportifs propres et on peut être au plus haut niveau en football sans avoir recours à n'importe quel procédé chimique, physique ou etc. Anormaux et contraires à l'éthique. Alors, pour revenir, j'ai été effectivement confronté au dopage sur des cas individuels. Alors souvent, c'est l'entourage familial. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Tiens, prends ça, tu seras mieux, tu n'es pas bien en ce moment ». Et puis, bien sûr, quand l'équipe ne tourne pas, vous avez toujours un dirigeant ou quelqu'un autour de l'équipe qui va proposer certaines choses. Alors, quand vous avez la confiance des joueurs, et moi ça m'est arrivé à quelques reprises, les joueurs vous amènent le produit qui évidemment a été gratté. Vous avez une boîte qui a été grattée, vous ne savez plus du tout ce qu'il y a dessus, vous avez que les comprimés. Mais enfin, quand on est médecin, on les connaît un petit peu. Et j'ai été confronté 2-3 fois à ce phénomène. Alors une fois, c'était du Captagon, pseudo-amphétamine, ok. Ça, dans les années... ça remonte très loin. Une autre fois, c'était des corticoïdes. Alors les joueurs, le capitaine de l'équipe m'a dit « Doc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on prend ça ?» Je lui ai dit « Écoute, ça, bien sûr, c'est un euphorisant sur un match, etc. Mais vous allez vous déglinguer avec ça et on ne fait pas une carrière avec ce type de produit. » Or, les carrières de footballeurs, et notamment de la génération 98, ont été extrêmement longues. Donc ça, je crois que déjà, c'est un critère qui va un peu contre le dopage. Au moins au niveau du football. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ma maigre expérience, je dirais, dans ce domaine. 30 ans d'Olympique Lyonnais, 11 ans d'équipe de France. J'ai jamais eu vent de véritable dopage organisé dans le football à l'échelon qu'on l'a connu dans d'autres disciplines. Maintenant, les footballeurs ne sont pas des saints. On le sait bien, mais je crois que, comme je vous l'ai dit, c'est plus l'aspect multifactoriel de la performance dans le football qui a été protectrice. Également, je pense que le corps médical a une responsabilité dans cette protection, parce que le football a été médicalisé dans le bon sens du terme il y a très longtemps, à partir des années 70, alors que d'autres sports ont été médicalisés dans le mauvais sens du terme beaucoup plus tard. Et cette présence du médecin a été une présence de préservation de la santé. Et actuellement, si vous voulez, avant, la définition d'un bon médecin du sport, c'était celui qui remettait le plus vite possible un joueur sur le terrain. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité. C'est celui qui remet le sujet sur le terrain quand il est capable d'y être à 100% de ses performances physiques et mentales.